Bienvenue. Finalement, qu'est-ce qui se passe au Katanga? Après la mort de Gabriel Kungwa-Kumwanza, il y a comme une absence de leadership fédérateur qui puisse rassembler tous les Katangais. Il y a comme une espèce de guerre de succession, aussi bien au sein de son parti, mais également au sein de l'ensemble des leaders du Katanga. Comment Kinshasa fonctionne avec les Katanga? Le Katanga fait peur pour une seconde sécession, peut-être, peur pour une certaine autonomie encore, mais aussi le Katanga, s'il se fâche, on risque d'avoir une première guerre civile entre les Kassaïens et les Katangais. Et c'est pour cela d'ailleurs que cette conférence qui s'est clôturée ce dimanche s'est tenue au Katanga. Mais, entre-temps, il y a des leaders du Katanga qui aimeraient bien être à la tête de la République démocratique du Congo après le passage de Joseph Kabila. Moïse Katumbi aussi. Mais il y a une loi à problème, à polémique, après le passage de Noël Tchani ici, après Pouloulou là-bas, il semble que l'arrivée de Mbata au bureau de l'Assemblée nationale pour succéder à Kabound serait une espèce de l'entrée par la fenêtre de cette loi déjà décriée par beaucoup. Alors, pour y voir un peu plus clair, nous avons invité, pas un politique, mais un membre important de la société civile du Katanga. Il est avocat au niveau international, il est aussi ici à Kinshasa, mais il a un œil très averti sur ce qui se passe au Katanga. Maître Diakessé, bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba, c'est un grand plaisir d'être sur votre prestigieux plateau. Alors ce plateau vous accueille ce soir, l'émission a été annoncée depuis presque quelques heures, depuis ce matin. J'ai eu à peu près 60 questions vous concernant, et concernant les sujets et les Katanga, je vous les poserai au fur et à mesure. Avec vous donc on va parler un peu du Katanga, on va parler du Congo en général, pas seulement de la société civile, mais plus principalement du droit, de la loi. Exactement. De ce qui se passe au Parlement, parce que vous, les juristes, souvent, vous nous tournez un peu, pour ne pas dire en bourrique, mais vous faites de nous ce que vous voulez. Dites-moi d'abord, vous, à titre personnel, on vous a vu avec les procès au niveau de la CPI, on vous voit souvent au barreau de Congo central, ici à Kinshasa. Vous faites quoi exactement? Je suis, comme vous l'avez dit, avocat de profession. Effectivement, mes premières armes, je les ai forgées au barreau du Congo central, le barreau de Matadi, puisque j'ai étudié à l'université Congo. À l'issue donc de mon exercice professionnel, j'ai été amené, du fait de mon engagement dans la société civile et particulièrement dans les questions de droits de l'homme, j'ai été qualifié pour aller prester à la Cour pénale internationale, où j'ai été l'avocat des premières victimes dans les premières procédures de la CPI, notamment dans l'affaire Lubanga, et aussi dans l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Katanga-Gonjolo. Ceci m'a amené aussi à m'expatrier quelque temps pour poursuivre mes études en fait post-universitaires. J'estimais qu'il était important un peu de m'exercer davantage et donc j'ai fait un master de recherche à Paris, à Panthéon-Sorbonne, une institution que vous connaissez. Je suis passé par là. Justement, voilà. Oui. Et aussi à l'Institut catholique de Paris où j'ai fait un master 2 professionnel sur les questions de modes alternatifs des règlements de conflits, communication. Des établissements prestigieux, hein. Exactement, sur rue d'Assas. Oui, absolument. Exactement. C'est Sang est passé par là. Lui, il Assas, le droit. Oui, lui, il était à Paris 2, à Panthéon Assas, oui. Qui d'ailleurs squattait les bâtiments de la Sorbonne en réalité. Oui. Mais sur rue d'Assas. On était à la fac d'économie. Exact, il y a donc l'Institut catholique de Paris, l'Université catholique de Paris, qui va vers le Palais de Luxembourg. Et donc, enfin, ça c'est pour nous les Parisiens. Alors, voilà, et puis j'ai été amené d'ailleurs dans l'exercice de ma profession d'avocat des parties civiles dans les procès internationaux, à participer brièvement au procès de Khmer Rouge au Cambodge pour... Khmer Rouge, carrément. Oui, oui. C'est vraiment international, hein. C'était le but, en fait. Tant qu'à faire, il fallait un peu... C'était avec Avocats sans frontières France, qui avait milité pour assurer la défense des parties civiles vers le chambre extraordinaire des tribunaux cambodgiens, où j'ai eu aussi à prester quelques temps. Alors, on ne peut pas parler de votre carrière déjà prestigieuse, on va dire.
qui fait pâlir plus d'un Congolais, parce que j'allais vous poser la question sur le juriste congolais, la manière dont il applique les droits ici, et aussi principalement sur vous, les gens de la société civile. Est-ce qu'on peut la définir, la société civile? Qui est société civile finalement? Quand on voit le parcours de Bahati, oui, tous ces gens, c'est qui société civile finalement? Alors, la terminologie société civile, en fait, a été une terminologie par défaut. Et le terme, rappelez-vous, c'est dans les années 90, lors de la conférence nationale souveraine, lorsqu'il a fallu définir les participants, en fait, à ces assises. On avait les institutions publiques, on avait les partis politiques qui venaient d'être créés, et puis il y avait tout un ensemble d'initiatives qui n'étaient ni dans les institutions, ni dans les partis politiques, qui concernaient les confessions religieuses, les ordres professionnels, les syndicats. C'est un peu un fourre-tout. Je ne dirais pas un fourre-tout, mais c'est un ensemble un peu hétérogène, des fois hétéroclite, et qui fait que lorsqu'ils doivent prendre position, bon, c'est divergent, c'est lié à sa diversité. Aujourd'hui, on dit société civile proche de la majorité, proche de l'opposition. Et Hervé Jacquet, c'est le proche de qui? Proche de la population. Je pense que la question est... Vous avez beaucoup vécu en France. Je ne sais pas, vous vous rendez compte, par exemple, qu'il y avait beaucoup d'initiatives, par exemple, des Verts, les écolos. Ils ont évolué en tant que société civile pendant un certain temps, jusqu'à se rendre compte que la traduction en décision politique de leurs aspirations n'était pas tellement prise en compte. Souvent, ils allaient vers la gauche. Et puis, ils se sont rendus compte peut-être qu'ils devraient s'organiser en mouvement politique. Ça, je crois, c'est peut-être les parcours des gens comme des Modestes Bahati qui ont en fin de compte décidé de franchir les Rubicons et d'être du côté de la décision. Peut-être que tôt ou tard, ça va être aussi mon parcours. J'allais poser la question. À un moment donné... Quand est-ce que vous faites votre coming up? Je ne manquerai pas de revenir sur votre plateau pour le faire savoir à l'opinion. Maître Diakese, est-ce qu'il y a encore dans ce pays une société civile crédible? Quand on voit ce qui s'est passé avec les religieux, confession religieuse, voulais-je dire, quand on voit ce qui se passe en ce moment avec les mouvements citoyens, Filimbi Lucha, tous ceux qui se sont distingués dans la lutte pour la Constitution, qu'aujourd'hui, il y a violation des constitutions flagrantes et personne ne dit rien. Bon, quelle crédibilité vous avez encore? Non, là, vous êtes quand même excessif, Jean-Marie Kassamba. Je sais que vous me titillez, vous pouvez dire que personne ne dit rien. Les CLC prennent position, les CALCC Milapro prennent position. En fait, Mais vous êtes doux. Mais très doux, trop doux même. Non, trop doux par rapport à quoi et par rapport à qui? Mais un de vôtres, parce que hier, vous étiez proche de l'opposition, et vous vous sentez bien, un de vos membres devient président de la République. On voit les charcutages au niveau de l'Assemblée, de tout ce qui s'est passé avec la majorité. Allez, siphonner, vous ne dites rien? Non, je pense qu'il est vrai qu'on a eu des moments extrêmement houleux, surtout, vous faites allusion, je crois, au dernier moment du règne de Joseph Kabila après le glissement, le fameux glissement. Et aussi, aujourd'hui, par rapport à quelques agissements qui de plus en plus nous inquiètent avec les régimes. Non, mais nous avons pris position et nous les avons dénoncés. Que ce soit les CLC, que ce soit CALCC, que ce soit Milapro. Il y a même eu une marche de force sociale et politique où nous avons relevé que de plus en plus, et dans l'agir et dans les discours, et dans les intentions, il y a une velléité de verrouillage du processus dans les camps de l'actuel président. La société civile en a pris position. Il est vrai, il faut le reconnaître aussi que avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons connu une certaine dislocation de nos forces parce que beaucoup se disaient, il est issu du combat démocratique, il faut lui laisser sa chance. Lui-même aussi... lorsqu'il a fait cette rupture avec fracas avec les FCC, avait relevé qu'il était en difficulté du fait de son alliance. Il fallait lui laisser désormais sa chance. Mais dans l'entretemps, non, il faut quand même, on a connu les 100 jours et après, c'est triste de revoir que la plupart des personnalités impliquées et condamnées dans ces procès, et certains exclus de la grâce présidentielle, on le voit recommencer à siéger, d'autres libérés sur base de décisions. Qu'est-ce que vous dites alors? C'est décevant, nous devons dénoncer ça. Hervé Jacquet, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes juriste. Oui. Il y a eu le slogan « État des droits ». Oui. Tout ce qu'il y a eu comme procès, 100 jours, 15 millions,
ces scandales qui se succèdent. Juste sans vous interrompre, 15 millions, vous vous rappelez que nous, les CLC, avions été les premiers à organiser la première marche sous le régime Tshisekedi pour dénoncer ces scandales des rétrocommissions, et nous avons fait 3 jours de sit-in devant les palais. Et vous êtes calmé entre-temps? Non, dans l'entretemps, il y a eu les procès de 100 jours, mais c'est la suite, je vous en prie. Et votre leader, Ndayouel, pour ne pas le citer, Oui. membre éminent de l'entourage proche, il s'est mué en silence des cathédrales. Non, à quel titre? Il a été là comme s'il était dans la commission du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Oui. C'est en tant qu'historien. Oui. Moi qui vous parle, j'ai été l'un des avocats de la République dans l'affaire des 100 jours, mais pas l'affaire Caméré, une autre affaire, l'affaire Blattner. Mais ça, c'est à titre personnel dans l'exercice de... Donc là, la présidente de la République qui n'est pas l'homme qui défend le petit peuple. Non. Ça veut dire que si le professeur Ndayouel a été recruté dans les cabinets du président comme président de l'Union africaine, oui, du fait de son expertise scientifique, le mandat est fini, hein, son mandat est fini de... Évidemment. Oui, alors, qu'est-ce qu'il fait encore là-bas? Mais non, il n'y est plus. Il n'y est plus. Au même titre qu'il était dans l'organisation des 50 ans de l'indépendance. Mais il ne s'exprime plus, hein, d'ailleurs. Non. On l'entend à peine. Je ne veux pas lui brûler la politesse, mais bientôt vous allez avoir une prise de position du CLC sur la situation actuelle. Il pourra devenir encore clandestin comme il était. Non, pourquoi devrait-on être clandestin? Nous nous sommes battus, vous avez parlé de l'état de droit. Oui. Lorsque nous parlons de l'état de droit, ce n'est pas juste un slogan politique. L'état de droit, c'est un concept dans la gestion de la vie des gens. C'est la primauté du droit, la primauté de la loi. C'est-à-dire personne dans un pays ne peut être au-dessus de la loi, et la loi s'oppose et oblige tout le monde. Mais et de ce fait, ce n'est pas le monopole d'un groupe d'individus. Ah c'est oui? un combat. C'est un combat qui est dans Il notre est républicain, Constitution. ces combats-là? Il est républicain, et c'est même... L'état de droit s'oppose à quoi? À l'état policier, à l'état autoritaire, à l'état autocratique. Donc c'est à une sorte de captation par des individus. Et dans quoi on est maintenant? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation inquiétante. Par exemple, nous avions décrié sous le régime Kabila la prééminence des services des renseignements qui s'est transformé en police politique et procédé à des arrestations pour des questions de liberté publique et de l'expression des activités politiques antagonistes au pouvoir. Lorsqu'on a assisté à la situation assez... Il y avait d'ailleurs des signaux alarmants. Il y a eu une journaliste, je crois, Tatiana Osango, qui s'est retrouvée à l'ANER. On n'y croyait plus. Mais je suis le président, accessoirement. Exactement. J'ai été la défendre. Hein. Voilà, et vous savez que moi, votre corporation souvent recourt aussi à mes compétences pour les cas des journalistes. Nous vous sommes très reconnaissants. Exactement. Et j'aurais mieux aimé être interpellé lorsque c'est au parquet, mais pas à l'ANER. Et après, on l'a vu avec François Béat. Et ce qui était plus inquiétant avec François Béat... Ça vous inquiète les cas de François Béat? Oui, en tant que défenseur des droits de l'homme et par rapport au respect de la loi. Je ne suis pas sur le plan du fond. Je suis sur le plan du respect de la procédure. Oui. Une garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures. L'ANER n'a aucun pouvoir légal de pouvoir priver quelqu'un de sa liberté au-delà des 48 heures. Quel que soit leur rang et leur fonction au niveau de la sécurité de l'État, l'administrateur général de l'ANER n'a pas un grade supérieur à OPJ. Donc il n'a pas de pouvoir excédant les prérogatives constitutionnelles reconnues. Même si la sécurité et la sûreté de l'État est entamée. Brandissez-moi la loi. Si vous privez quelqu'un de sa liberté pendant 48 heures, après, vous devez l'amener devant les magistrats du parquet qui doit maintenant ouvrir un registre du ministère public. C'est ce qu'ils ont fini par faire en l'amenant devant l'auditoire militaire. Oui, et d'Indolo. Où il y aura encore des questions à se poser sur le plan de la Constitution si les juges naturels d'un civil, même en charge des questions de sécurité, est encore les juges militaires. Très pertinent, on en parlera tout à l'heure. Vous vous appelez Hervé Diakese Kyungu. Oui. Pourquoi? Mais c'est mon identité à l'état civil. C'est cette identité qu'on m'a donnée à ma naissance. Donnez-moi la photo de monsieur qui s'appelait Kyungu Wakumwanza. Gabriel, c'est comme ça qu'il s'appelait. Hein? Antoine Gabriel. Voilà, il est là. Oui. Il était qui ce monsieur? C'était mon père, entre autres, et un grand leader de ce pays. Qu'a-t-il fait de son vivant? Alors, le parcours que ces grands messieurs ont avec moi a eu d'implication même sur mon identité, comme vous vous rendez compte. Il a été l'un des 13 parlementaires qui ont fait irruption avec fracas dans l'histoire de ces pays. On le sait. En signant une lettre ouverte au maréchal.
Lui et les Tshisekedi et compagnie. Exactement, justement, et à ce qu'il me racontait d'ailleurs, là, c'est lui qui l'a vraiment impliqué. Tiens, on parlera de l'histoire de cette photo, parce que c'est moi qui l'ai prise. Ah, c'est vous qui avez pris cette photo? Oui, c'est moi qui ai pris. Ah non, pas celle-là. Pas celle-là, on regarde l'autre. Oui. Voilà. C'était à l'hôtel Montgomery à Bruxelles, dans une de salles privées. Fameuse la poignée, oui, la poignée de main historique après beaucoup de bruit et un retour fracassant sur la scène de l'opposition. Et donc, Gabriel Kungu-Wakumanza était un député avec les 13 parlementaires. Exactement. Mais il était sulfureux, même à l'époque du maréchal Mobutu. Pourquoi? Écoutez, c'est relatif. Je sais que c'était un personnage entier, un homme combatif, un homme d'engagement. Okay? Il pouvait être, lorsqu'il a pris une option, il pourrait même être excessif dans ses engagements, mais ce n'est pas quelqu'un qui lâche ses alliés et ce n'est pas quelqu'un qui essaye de tourner en rond. Il avait un langage clair dès le départ. Ou il est avec vous, il n'est pas avec vous. Il ne louvoyait pas. Et c'était quelqu'un qui avait les katangas chevillés au corps. Ah bon? J'ai eu à le dire lorsque la famille m'a désigné pour prononcer l'oraison funèbre, et dit son engagement était d'abord un engagement pour le Katanga, mais pas un engagement limité au Katanga de manière autarcique. Mais il était fédéraliste, hein? C'était un fédéraliste, comme aussi les Né-Congo sont fédéralistes. Donc il avait cet engagement parce qu'il considérait qu'une population qui est née sur un sol que Dieu a voulu riche ne devrait pas faire l'objet de spoliation, ne devrait pas jouir des richesses que Dieu a dotées à cette population. Ce combat est quand même un combat à la fois katangais, mais africain, congolais et africain. Nous nous battons, les guerres que nous subissons, c'est parce que les gens veulent nous spolier de nos richesses. Et ce côté Baba wa Katanga, là, c'était pas du folklore? Non, du tout. Notre père, lorsqu'il prend sa dimension, et qu'il commence vraiment à représenter les Katangais, il faut intégrer une chose. Nous sommes dans les années où il y a eu ce qu'on appelait les guerres du Chaba, qui succèdent à la sécession de l'époque de Tchombe. Années 60, sécession. Sécession. Années 78, guerre du Katanga. Voilà. Et voilà, où il y a eu même la Légion étrangère qui est descendue au Kolwezi, et les anciens gendarmes katangais et tout ce qui en a découlé. Oui. Dans le régime Mobutu, sur le plan sécuritaire, c'est que ce qui est chabien, entre guillemets, dans Katanga, est suspect, est toujours susceptible de pouvoir réitérer jusqu'aujourd'hui. C'est parce qu'on essaye encore une fois de mal comprendre les aspirations des Katangais. Ils ne sont ni chauvins, ni discriminants. Mais ils veulent encore une fois qu'ils jouissent aussi de l'apport qu'ils apportent dans ces pays et qu'on tienne compte de leur culture. Mais vous en faites un peu trop, hein? Non, pas du tout, mais j'y reviendrai. Oui. Et ça a été le combat. Baba Kyungu a incarné ce qu'on appelle la sentinelle du Katanga. Il a redonné un peu aux Katangais cette dignité sur la scène nationale, de bien comprendre qu'on ne doit pas les rendre coupables de la sécession, qu'on ne doit pas les rendre coupables de ne pas vouloir... Et des événements de 1993. Oui. Lui et Nguz Karlibond. Oui, il y a effectivement... Oui, mais comme toujours, et je l'ai dit même lors de l'oraison funèbre, Baba a eu des engagements, mais il n'a jamais laissé son ego ou son orgueil piétiner l'intérêt général. Et quand il s'est agi d'étendre la main de la fraternité, même aux adversaires d'hier, il leur a tendu la main tant que maintenant on se tournait vers la même direction. Pourquoi cette ambiguïté, pour ne pas dire, pas duplicité, mais une espèce de chaud et froid quand il est à l'UDPS, il est avec Etienne Tshisekedi. Lorsqu'en 93, Tshisekedi devient Premier ministre, il casse, il devient katangais. Quand Mouzé arrive, il dit mon frère, à un moment donné, il est contre Mouzé. Et puis, quand Mouzé meurt, il devient kabiliste jusqu'au bout. Moi, je l'ai interviewé plusieurs fois et il disait c'est notre fils. Exact. Hein, on ne doit pas s'opposer. Là, il répondait à Etienne Tshisekedi il n'y a pas de place pour ou c'est Kabila ou rien. Et à un moment donné, quand Katumbi est en disgrâce avec Kabila, il devient katumbiste et j'invale et compagnie. Alors, pourquoi cette ambiguïté d'un homme à multiples facettes? C'est vrai qu'il a une dimension complexe.
Mais il a juste une facette, c'est la facette de l'engagement. Mais je vais vous expliquer même le parcours que vous donnez. Oui, parce que lorsqu'il il entre comme député, comme commissaire du peuple, il faut savoir qu'à l'époque du MPR, c'était une liste. Et sur cette liste-là, lorsqu'il avait pourtant remporté les élections au Katanga, mais on l'avait mis suppléant parce que les régimes ne le supportaient pas. Ok. Et donc, du coup, ce sont les feu Papa Charles Mwando et les autres qui sont d'abord venus siéger comme commissaire du peuple. Baba va venir à l'Assemblée nationale, ce qu'il m'a raconté donc au Parlement, au Conseil législatif. Oui. Ici au Palais de la Nation. Oui, quand Charles Mwando est nommé, je crois, gouverneur ou ministre. Donc, du coup, les suppléants, celui qui avait le plus grand nombre de voix, vient à Kinshasa. Et là, il rencontre Etienne Tshisekedi. Lors de sa première prise de position, ce qu'il me dit, Etienne Tshisekedi dit, c'est rare que j'entende un chabien parler avec autant de courage. Je te prends avec moi. Et donc, d'où après viendra la lettre des 13 parlementaires, oui, où j'ai aussi à le raconter quand on les avait interpellés pour savoir quel était son niveau d'implication dans cette lettre. Est-ce que c'était dans la rédaction, était dans la conception ou dans la diffusion pour mériter la grâce. Il a dit qu'il a intervenu dans les 3 niveaux. Conception, rédaction, diffusion. Okay. Donc c'est ça l'homme entier. Par après, le combat pour la démocratie, il est resté UDPS jusque lorsqu'ils viennent, avant de venir à la CNS, il n'est plus dans l'UDPS. Il était FRI? Non. Il crée le FENADEC, son premier parti. Après, ils vont faire jonction avec Ngouz qui crée le PRI, le Parti des Républicains Indépendants. Oui. Et donc, cette Fédération nationale des démocrates, et tout ça, ils vont maintenant fusionner. C'est ce qui va créer l'Union des fédéralistes et des républicains indépendants. Ce titre, il siège à la CNS. Ils sont tous déjà, rappelez-vous à l'époque, dans l'Union sacrée. Oui. Ça ne date pas d'hier d'aujourd'hui. Hein? Exactement. Ça date pas d'hier. Il n'a que réédité. Il a fait recycler quelque chose, mais on lui donnera peut-être un contenu qui n'est plus dans, la vision de l'époque. Oui. Il entre dans l'Union sacrée. Mais lorsqu'il se rend compte que ses aspirations à lui ne rencontrent pas celles du chef, parce que ces deux personnalités, ces deux-là, ces deux éléphants, ces deux personnalités qui, deux fois, se rencontraient, des fois, il y avait du choc. Il a repris sa liberté. Il n'a pas créé une UDPS bis, etc. Il est parti au Katanga parce qu'il a estimé que son intérêt politique était de sa base. Est-ce qu'il avait des envies de sécession? Non, Baba n'a jamais été un sécessionniste. Moi, ma mère est du Congo central. Bon, vous voulez dire il disait Katanga et tout ça. Ben oui, Katanga n'y est tout. Ça veut dire le Katanga est à nous. Nous devons nous sentir fiers d'y être de la même manière que nous disons le Congo est à nous. C'est notre sol. Nous sommes bien nés quelque part. Et nous devons être fiers de cela. Donc nous ne devons pas toujours être dans une situation caricaturale où les gens peuvent subir du mépris, où les gens ne peuvent plus se sentir à l'aise. Nous sommes katangais, nous avons une histoire, nous avons un parcours, y compris dans l'histoire de ces pays. Nous y apportons notre contribution, notre intelligence, et nous voulons aussi être reconnus en tant que... Je vais voir la photo de Katumbi avec Baba Kungu Wakumwanza. L'un gouverneur, l'autre... président de l'Assemblée provinciale. Moi, je les ai connus tous les deux. Oui. Je les ai interviewés plus d'une fois. Dites-moi d'abord, quel rapport Katumbi a eu avec Kungu Wakumwanza? Très bien. Et parler de ces rapports, c'est vous parler en fait de l'histoire précédant les élections ici. Oui. Parce que vous avez dit quelque part, après Baba, on ne l'a pas compris, Baba a changé de camp, etc. Oui, mais il a dit que ceux qui ne veulent pas sous-entendu soutenir Tshisekedi en 2023, on doit les prendre. Mais vous vous rendez compte, Kabila, Joseph, a des liens de parenté avec Baba, par Mouzé, qui est Baba, ont des grands-pères communs. Et Baba était président de l'Assemblée nationale du Grand Katanga, l'Assemblée provinciale, tu voulais dire, du Grand Katanga. Mais ça ne l'a pas empêché, lorsqu'il a été en désaccord avec Kabila, au lieu de rester dans le camp du pouvoir, il est parti. Laisser les avantages, la gloire et mais tout. Moïse avait un peu... Entre les avantages, non, c'était l'engagement. On a parlé des tracts, Baba et Moïse Katumbi, etc. Non, du tout. Baba, parce que vous savez, dans ce combat-là, pour avoir l'alternance,
l'UNAFEC, les partis des Baba payent les prix les plus chers. Quand on parlera de la succession à l'UNAFEC, je vous en parle. Moi, j'ai mon frère, Laurent Kyungu, lors du meeting de Martin Fayoulou, qui était parti à la place des jeunes à Lubumbashi. Mon frère s'est fait arrêter. La décence m'interdit, par la nerf du Katanga, la décence m'interdit de dire dans quelle partie de son anatomie il a été poignardé. Il a été gardé. Quand Félix Tshisekedi prête serment ici, Laurent Kyungu est à la DER. C'est pourquoi devraient se taire les gens qui pensent que les enfants Kyungu n'ont pas en eux-mêmes un mérite dans l'engagement du combat. Ils en ont payé les prix chers. Un peu plus tard. Alors, oui. Quelle relation avec lui? Ils avaient. C'est dommage, je parle encore il nous a quittés. Aux Français, oui. Ils ont gardé jusqu'au bout des relations de profonde fraternité. Il faut dire quand Moïse Katumbi vient pour être candidat gouverneur, Baba avait l'ambition éventuellement d'être gouverneur vers 2006. Mais il y a un pacte qui s'est créé entre eux. Il y a un pacte d'équilibre. C'est le Grand Katanga. Baba est issu de la grande ethnie de Baluba. Buluba Ibukata, Moïse et Mubemba. Donc l'un des grands équilibres du Katanga, c'est cet équilibre ethnique. Mais surtout, c'est deux personnalités qui se découvrent et qui s'apprécient. Baba a là un jeune frère, dynamique, ambitieux et qui a une grande vision. Et qui a beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un péché d'avoir beaucoup d'argent? Mais Baba non plus, c'était pas un machikini. Hein? Je connais. Mais c'était pas un homme d'argent, par exemple. Non, c'était un homme de pouvoir, ça c'est vrai. Et Baba est un homme de pouvoir. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui s'engageait pour... Il ne brassait pas de millions. Non. Et il vivait aisément. Il vivait aisément par rapport à ses engagements, parce que ça nous gênait. On pouvait bien lui dire, mais pourquoi tu n'as jamais obtenu même un carré minier et tout ça, ça me fait perdre du temps. Moi, je suis dans mon engagement politique. C'est vrai. Avec Katumbi, est-ce qu'il était sincère? Ça, il faut demander à Katumbi. Mais moi, je sais que Baba, jusqu'au bout, a gardé des bons rapports et des rapports cordiaux. Il disait à Moïse Katumbi ses prises de position, il les lui expliquait et beaucoup ignorent. Mais ces deux-là s'est rencontrés. Je vous parle par exemple du cas de Jean Val. Je suis, comme vous le savez, j'étais en France lorsque on m'a dit que mon père va venir en Belgique pour une grande rencontre de l'opposition. L'ensemble de l'opposition. Parce qu'ici, à Kinshasa, on ne pouvait plus se réunir, vous le savez d'ailleurs. Évidemment. N'exagérez pas. Si, on ne pouvait plus se réunir. Mais qu'à cela ne tienne. Même aujourd'hui, malheureusement, les manifestations commencent à être réprimées de la même manière. On voit les sièges décidés. Donc, lorsqu'il Baba arrive, je l'accueille à sa vingtaine. Par après, nous rencontrons Moïse Katumbi. Moi, je suis là, je n'ai aucun titre, je ne suis pas de l'UNAFEC. Je suis là parce que j'accompagne Bizarre, Baba. Hein, pour un fils de... Oui, mais parce que j'ai des engagements dans la société civile, ce qui aurait été incompatible. Il n'empêche que la question de l'UNAFEC m'intéresse intimement, que je le veuille ou pas. Donc, c'est l'œuvre de mon père, et c'est sa dernière œuvre avant de décéder. Mais je parle de l'UNAFEC comme j'ai parlé de l'UFERI, comme je parlais du FENADEC, par rapport à ce qu'il me racontait. Donc, du coup, ces deux-là, je le vois, c'est parler. Ce n'est pas des politiques qui se parlent. C'est des frères qui parlent au nom d'une communauté qu'ils représentent, d'un leadership et d'une stabilité qu'ils représentent par rapport aux intérêts et du Katanga et de la République. Et donc l'enjeu, il faut faire alliance avec Étienne Tshisekedi. C'était pas dur, ça? Je pense que... C'était pas dur que Tshisekedi Kassaïen, oui, les deux Katangais, oui. Katumbi avait déjà un leadership, et surtout dans l'opposition bien affirmé, qui se fasse violence et qu'ils adhèrent à la vision de celui qui disait ou c'est moi, IDPS Tshisekedi, ou c'est personne. C'est quelque chose. Hein? Franchement, moi, je vais vous raconter maintenant mon ressenti. Parce que, d'abord, ça nous paraissait incroyable. La preuve, c'est que je vois sur Télé 50 personnes n'a cru à la première photo. À l'époque, je suivais ça depuis Bruxelles. Oui. J'ai vu plusieurs nuits Baba discuter avec Moïse de toutes les implications, de la réaction qu'il y aura au Katanga. Est-ce une abdication? Est-ce aller à Canossa? Est-ce aller s'aligner, etc. Et je les ai vus tous évoluer. Moïse a l'art de la conviction, hein, avec beaucoup de modestie, expliquer les enjeux, etc.
Et Baba a un sens politique, comme je vous l'ai dit, qui transcende son ego et qui a vu l'intérêt qu'il y avait à donner un autre avenir à l'opposition. C'était en fait une sorte de retour aux sources. Lorsque nous arrivons à Montgomery, il y a Raphaël Katebe Katoto, son grand frère, il y a la BTO. De la famille de Tshisekedi. Il y a Baba et moi. Donc, quand j'arrive, nous rencontrons d'abord, nous entrons à Montgomery, et puis à l'intérieur, il y a une salle privée. C'est Raphaël Katebe Katoto qui nous accueille, Baba et moi. Et puis, on nous annonce que Étienne Tshisekedi est en route. Et donc, lorsqu'ils arrivent, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. J'assiste, en fait. Comment vous avez vécu ça? J'étais assez ému. Je voulais voir ce premier contact. Ce sont deux hommes qui ont été ensemble, après qui se sont affrontés, et puis par personne interposée, ils ne se sont plus rencontrés. Depuis des années. Depuis des années. Et donc je voulais un peu voir quels seraient les déclics. Je vous le dis comme ça, l'autre dit, Gabi, comment ça va? C'est comme des gens qui sont rencontrés il y a 2 ou 3 jours. Tiens, Étienne, comment vas-tu? La santé, etc. Et donc, ils se mettent là. Nous sommes maintenant sur le point de leur laisser la place. Il est venu avec la BTO. Et moi, je me dis, non, attendez, ça... Que j'immortalise ça. Il faut que j'immortalise ça. Je leur dis, mais... évidemment, il me présente à Papa Étienne. Et puis, bon, il dit, oh, Gabi, tu as des grands gaillards maintenant et tout. Il dit, bon, avec le ton, tu sais qu'il y a des gaillards. Oui, Il dit, non, on doit prendre la photo. Oui. Je dis, ah, mais toi, avec tes photos, je dis, non, c'est important. Et du coup, je prends cette photo que je vais tweeter immédiatement, juste un no-comment. Et qui a fait le buzz. Et qui a fait le buzz. Donc, ils se sont salués. La BTO Chilumba, qui est conseiller, je crois, en matière spirituelle ou religieuse du chef de l'État, peut en témoigner. Ou Raphaël Katebe Katoto, puisque les deux, aujourd'hui, ont rejoint l'autre. Revenons à l'actualité. Allez, je vais choquer un tout petit peu. Allez-y. Est-ce que Étienne Tshisekedi, aujourd'hui son fils président de la République, cette allégeance de Gabriel Kungwa-Kumanza, de Moïse, quand Tshisekedi dit c'est le seul papa qui nous reste, quand Kungu meurt, Félix fait les déplacements de Lubumbashi, c'est vous qui avez fait l'oraison funèbre. Oui. Quand on voit aujourd'hui les relations pas très claires entre Tshisekedi et Katumbi, c'est Katumbi qui est resté et Kungu est parti, qui a trahi qui? La question ne se pose pas dans ces termes, mais je vais être franc avec vous. Vous pouvez répondre. Le chef de l'État est venu et ça a été un grand honneur. Il s'est beaucoup impliqué, y compris dans la prise en charge médicale des soins de Baba. Naturel. Et ça, c'est... Oui, mais il faut le reconnaître parce que ça aurait pu ne pas avoir lieu. En tant que chef de l'État et puis en tant que ami de son père. Hein? Mais moi, je dis quel gâchis. Parce qu'on était tous... Eux, ils étaient, moi j'étais de la société civile, dans la même équipe, dans le même combat. Démocratie, alternance. Et il faut comprendre une chose du côté du Katanga. Ici, je vais faire une analyse, pas à caractère tribal, mais je fais une analyse politique. Le Katanga, vous avez Joseph Kabila, qui est une grande personnalité pour cette communauté, qu'il faut écarter du pouvoir. Et vous avez Moïse, qu'on empêche d'être candidat. Et tous s'alignent pour permettre à Tshisekedi le père que le ciel va ramener à lui. Mais Félix prend le pouvoir. La première chose que Baba me dit, je me rappelle, parce qu'il est désigné doyen d'âge au niveau de l'Assemblée nationale, il me dit, on ne va pas perdre du temps à savoir si les élections se sont déroulées de manière satisfaisante ou pas. Pour moi, celui-ci, c'est le combat des 13 qui a... Enfin, depuis Mobutu, nous avons les 13 à la question directement, les 13 est là. Maître Makiesi. Je n'en dis à qui essaie qui... Voilà. Or, qui a trahi qui? Qui n'a pas respecté la mémoire? La mémoire des Baba. Oui. Donc, l'engagement que ce choix des Baba pour Félix Tshisekedi, oui,
Il a même dit, en 2023, il faut que tout le monde vote Tshisekedi. Malheureusement, Dieu l'a rappelé à lui. Aujourd'hui, quand on voit affleurer moucheté entre Katumbi et... Ah d'accord, mais je vous inscris dans le contexte du Katanga, c'est important. Je vous coupe parce qu'il y a 3 questions. Oh là, déjà. Nous sommes en direct. Je ne pose pas les 60, je pose déjà les 3. Laurent Kabidi qui est à Paris, oui. Là maintenant, qui pose la question. Posez la question à Hervé, votre invité. Qui doit diriger l'INAFEC? Très court. La famille ou les gens du parti? Non. L'INAFEC, ce n'est pas un parti familial. Mais j'ai des frères et sœurs qui sont membres de l'INAFEC. Okay? Il faut faire la part des choses. Et moi, je ne suis pas de l'INAFEC. Et pourtant, je suis de la famille. Le fait que s'ils répondent statutairement aux conditions, il faut être un membre de l'INAFEC. Ce n'est pas automatique. Non, c'est comme un Félix Tshisekedi qui a hérité de l'UDPS. Je n'entre pas dans ce qui s'est passé dans l'UDPS, mais je crois qu'ils avaient eu des élections aussi. Ogi Gizenga qui est parti, qui avait hérité du PALU. Non, vous n'avez pas vu des membres de la famille Kyungu se lever du jour au lendemain et dire nous prenons les partis, nous en faisons une OPA. Mais le problème est que sur les plans, puisqu'on en parle, parlons-en, sur les plans des statuts de l'UNAFEC, après le décès du feu président, il y aurait dû y avoir un intérim et cet intérim aurait convoqué très rapidement une convention. Oui, mais sauf que ça n'a pas été fait. Oui. Ça n'a pas été fait et l'intérimaire actuel a commencé à poser des actes, des dispositions, alors qu'il ne peut que poser des actes conservatoires. En tant que juriste, vous lui conseillez quoi? Qu'il convoque le congrès et que la base décide de ses animateurs. Et c'est le moment. C'est le moment parce que c'est plus qu'urgent. Mais ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'était ce langage totalement condescendant et irréfléchi vis-à-vis de la famille, de présenter les enfants Kyungu comme plus ou moins des enfants qui viennent s'accrocher au travail du père, comme si en eux-mêmes, ils ne se sont pas... des avocats, non, même pas par rapport à ça. Je parle sur le plan politique. Sur le plan politique, Baba Kyungu n'a jamais nommé ses enfants dans des fonctions de responsabilité. La fonction la plus élevée, c'était peut-être conseiller, un de mes frères. Moi, la seule fois où j'ai eu à travailler avec lui, et c'était pour un cas particulier, c'est au bureau provisoire de l'Assemblée où j'étais son directeur de cabinet pour 2 mois, parce qu'il combinait les deux assemblées. Il était à Kinshasa ici. Oui. En dehors de ça, il n'y a jamais eu un Kyungu qui a occupé un poste de ministre ou de quoi que ce soit. Ça, c'était par quoi? Sobriété ou par gêne? Baba ne faisait pas du favoritisme. Il ne faut pas alors que le prix d'être un enfant Kyungu, nous l'avons payé très cher. Et eux ne le savent pas. Donc, des fois, il faut arrêter cette condescendance. Et je vous dis, j'ai eu un frère, Laurent Kyungu, qui aspire évidemment, lui aussi, s'il veut diriger les partis, et il est militant. Il a été à la nerf. Il a été blessé. Il a été maltraité. Est-ce que vous êtes arrogant, les enfants Kyungu? C'est quoi ça, être arrogant? C'est-à-dire, c'est notre affaire, c'est l'affaire de notre papa. À un moment donné, faites-nous de la place. Mais non, du tout. Parce que si c'était le cas, ça se saurait. Pas du tout. On leur pose les statuts. Vous avez le groupe qui applique les statuts. Lui-même ne convoque pas le congrès. Mais alors que vous savez que vous avez des intérimaires. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'entretemps, vous êtes dans une famille politique où il y a des enjeux. Il y a des nominations. Il y a des élections qui se passent. Vous aviez un président qui avait un leadership et un charisme élevé. Il l'avait par rapport à lui-même et par rapport à son parti. Ce parti a été les premiers qui étaient au front dans les grands combats. Mais qui avait instrumentalisé les secrétaires au ministère de l'Intérieur, qui avait écrit cette correspondance? On a attribué la lettre de fermeture à Kiaboula peut-être injustement. C'est vous-même qui avez créé cette cacophonie. Non, attendez. Quand vous-même, je ne suis pas de l'UNAFEC, je regarde la situation parce que, d'abord, je suis intéressé, mais moi, je suis de la société civile. J'ai vu une lettre où on parle qu'il y a un premier vice-président, Bertin Kanoun, que je connais, oui, et il était premier vice-président. Qui a instrumentalisé le monsieur? Je ne sais pas. Comment ça instrumentaliser s'il est premier vice-président ou pas? Comment vous le traitez, cette affaire? Vous le traitez devant la loi? Moi, ce que je pense, c'est que politiquement parlant, ils sont tous en train de perdre du temps. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est parti où il y a eu qui étaient au front. Nous avons eu des gens qui ont fait plusieurs années à la NER, d'autres qui sont morts, tués à Matipicha, à Kachamata, d'autres qui ont été à la Kassapa. Aujourd'hui, avec les départs de Baba, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là sont politiquement parlant. Qu'est-ce qu'on engrange? Si vous avez un groupe qui décide, à partir de Lubumbashi, de prendre position sur leur lecture du statut, par rapport à toute la République,
et l'UNAFEC du Congo central, et l'UNAFEC au Lualaba, et l'UNAFEC au Nord Kivu. C'est une erreur politique grave. Il y a Emerance Moulumba qui est à Yaoundé, au Cameroun, oui, qui vous pose cette question. Très franchement, vous venez de faire éloge de votre papa, etc. Qui doit les succéder au Katanga aujourd'hui, en tant que leader charismatique fédérateur? Alors, vous savez, le leadership, ce n'est pas une affaire de poste. Le leadership, c'est votre utilité par rapport à une population. Vous aviez au Katanga Baba Kyungu, Moïse Katumbi. Ce sont là... Pas Mouyej, pas Kiaboula, pas Masuka, pas... Je viens de vous dire que le leadership, ce n'est pas les titres de la fonction que vous occupez. Ce n'est pas votre capacité à mobiliser les gens parce que vous disposez des fonds de l'État, vous payez un peu des sous et tout. Les gens suivaient Baba parce que c'était ce qu'ils appelaient leur Baba, la sentinelle du Katanga. Et des gens sont morts pour lui. Ça, hein? Des gens, ils n'avaient pas besoin de les payer. C'est une autoproclamation. Ah ben non, parce que ces titres... Sentinelle du Katanga, autoproclamation. Mais il n'est pas sorti un jour et dit « Je suis la sentinelle du Katanga ». Mais là, il est décédé. Pourquoi on continue à l'appeler sentinelle du Katanga? Si c'était une autoproclamation, ça devrait cesser avec sa vie. Emerance dit qui? Vous prenez Moïse Katumbi. Qui peut discuter de son leadership au Katanga? Pourquoi on l'a pas invité à la conférence? Ah, mais demandez à ceux qui invitent à la conférence. Quel était leur objet? Quel était l'objectif pédagogique de cette conférence? L'héritage Kungu pas invité, Katumbi pas invité, Mouyej pas invité, Joseph Kabila pas invité. Finalement, cette conférence pour vous, crédible ou pas crédible? Ça dépend des objectifs. C'est lui Mouyej. Oui, mais Mouyej, Manguez Mans, si vous voulez, je vous donne une anecdote. Quand Baba est président de l'Assemblée nationale du bureau provisoire, le jour où il doit rencontrer le président Tshisekedi, nous sommes dans la salle d'attente du conseil spécial, François Béa à l'époque. Je vois Richard Mouyej. Et là, Baba est en train de nous expliquer là où ils étaient arrêtés. Ils avaient été assignés à résidence surveillée justement à l'OIOA. C'était assez l'ironie de l'histoire de se retrouver avec le fils d'Étienne qui siège à l'OIOA là où ils étaient arrêtés. C'est là aussi j'ai compris que Richard Mouyej a été collaborateur de Baba quand il était gouverneur du Katanga. Donc, ça dépend de l'objectif pédagogique que vous vous assignez dans des conférences. Répondez à Madame Moulumba. Qu'elle veut, Madame Moulumba? Et pose la question, après votre papa qui est parti, oui, qui aujourd'hui incarne le leadership incontesté, fédérateur au niveau du Katanga. C'est la thématique de notre émission. Oui, mais non, normalement, moi, je pense... Vous ne décrétez pas? Non, je n'ai pas décrété, mais je sais que le leadership du Katanga passait entre Baba et Moïse Katumbi. Toujours, ils se concertaient en toutes circonstances. Même se mettaient d'accord sur leurs désaccords. Ah oui? Mais au moins, ils se parlaient, ils se concertaient. Et donc, aujourd'hui, c'est un équilibre. Alors, il faut savoir que l'héritage des Baba est complexe. Hein? Il y a l'héritage politique par rapport à son parti, l'héritage communautaire, pas au sens tribal du terme, mais par rapport au leadership dans laquelle une communauté s'identifie en la personne et va dans son combat. Des fois, même quand on s'est dit, c'est pas trop sûr là où il nous amène, mais comme c'est lui, nous le suivons. Alors justement, Pascal Kazadi, à Pretoria, en Afrique du Sud, vous pose cette question. Pourquoi vous, les Katangais, très sincèrement, vous n'aimez pas les Kassaïens? Répondez aussi sincèrement. Non mais, attendez... Très suivi en Afrique du Sud, hein, là, oui, j'ai l'impression, parce que là... Non, on ne peut pas poser la question comme ça, parce que les Katangais et les Kassaïens ont eu à vivre ensemble. Ils ont eu des frictions aussi, mais ces frictions, les Kassaïens les ont eu aussi entre eux. Hein. Vous savez, l'affaire de Ngalula Mpandanji là et tout. Occidental, oriental. Exactement, qui a même eu cette histoire de séparation. Mais quand on parle de cela... Est-ce que vous aimez les Kassaïens ou pas, vous les Katangais? Bien sûr, ce sont nos frères. Où est le problème? Le problème, c'est que je suis sur votre plateau, je suis un certain protocole dans la manière d'organiser cette émission. Mais si maintenant, donc c'est un code de vouloir vivre ensemble que nous avons, mais si ce code est rompu, et il faut savoir, ce n'est pas les Kassaïens dans leur globalité, ça peut être un certain groupe d'individus issus du Kasaï qui posent problème par rapport aux Katangais. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de présenter très malaisément les Katangais comme des tribalistes patentés, des gens qui ont un atavisme. Vous dites, les Kassaïens sont venus puiser
nos femmes, nos minéraux, et en même temps, ils sont arrogants, ils mangent les chiens, ils ne nous respectent pas. Ouais, je vais vous parler Dixit, non, non, mais écoutez, il y a souvent il y a souvent des caricatures. Vous avez été en France, vous savez qu'est-ce qu'on dit des Corses, qu'est-ce qu'on dit des Marseillais, qu'est-ce qu'on dit des Bretons ou des ch'tis du Haut-de-France. Oui, dans toutes les communautés, il y a toujours cela. Si vous allez au Congo central, vous entendez ce que les gens des Mbazango disent des Bayombe. Vous avez vu Nemwanda Semi parler de Bayombe. Donc, non, non. Ils sont comment les Bayombe? Non, non. Je ne dis pas là. Mais la chose est que les Katangais a sa vision et sa manière de voir sa société. Okay? Et ça mérite d'être respecté. Lorsque les Katangais vivent dans sa communauté, qui est d'ailleurs diverse et multiple, et le Katanga a commencé à recevoir des personnalités ou des personnes issues d'autres ethnies depuis longtemps. Il n'y a pas que les Kassaïens qui vivent au Katanga. Donc s'il y a une friction entre ces peuples à un moment donné, il faut interroger l'histoire et surtout il faut connaître l'instrumentalisation politique de cette question. Maître Yakese Kyungu. Oui, Jean-Marie Kassam. Est-ce que Moïse Katumbi fait peur à l'UDPS et à Félix Tshisekedi? Moi, c'est la grande question. Parce que l'UDPS et Moïse Katumbi, à ce que je sache, c'est l'histoire d'une très grande amitié qui passe d'abord par les liens entre Raphaël Katebe et Feu Papa Etienne Tshisekedi, oui, qui vient par Moïse Katumbi en très bon terme avec Félix Tshisekedi. Moi, je me rappelle que Baba est assigné à résidence par Joseph Kabila de facto au Katanga. Il y a les accords de la Cinco ici, qui doit constituer la délégation de... À l'époque, c'était comment ils ont appelé ça, du RASOP. Oui. Moïse Katumbi pèse de son poids pour que ce soit Félix Tshisekedi qui soit le chef de cette délégation, aux grandes dames de Valentin Moubaké, et avec Aboun qui ruait dans le brancard. Moi, je suis là comme observateur parce que je dois faire des comptes rendus à Baba du fait que on l'avait bloqué, il ne pouvait pas venir à Kinshasa. Donc, je n'ai jamais compris qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi cette loi dit, entre guillemets, Tchani, cette initiative de père et de mère, on pensait que c'était évacué, Pouloulou revient, et on sent que l'arrivée d'Mbata au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il se murmure déjà que ça sera mué en amendement, timidement, et que les gens, les Katumbis, entre guillemets, sont déjà alertés pour dénoncer avec vigueur cette tricherie qui se trame contre leur leader. Alors, permettez-moi, Jean-Marie Kassamba, c'est assez délicat de me donner un peu de temps sur cette question. Oui. En toile de fond, je crois que nous dansons sur un volcan dans ce pays. Un volcan? Oui, nous dansons sur un volcan. Il y a déjà la question sécuritaire qui est problématique. J'ai eu à être avec Baba, mais très souvent à ses côtés, mais des fois pas toujours, notamment à Sun City, où moi j'étais parti dans la délégation de la société civile, alors que lui il était pour l'opposition politique. Vous savez, la question identitaire, la question de nationalité est l'une des questions les plus clivantes de ces pays et qui est l'élément déclencheur de tous les conflits que nous avons. Elle a commencé avec les Banyamulenge, lorsqu'il y a eu les revendications identitaires et puis l'entrée de l'AFDEL et tout ce qui s'en est suivi. Et donc, depuis, avant même qu'on la fixe dans la Constitution, elle était dans l'accord de Lusaka. Et on a levé les grandes options et celle a été votée au référendum. Chaque fois qu'il y a des apprentis sorciers et des braconniers du droit qui essayent de... C'est violent, là. Oui, parce que... Apprentis sorciers et braconniers du droit. Parce qu'un apprenti sorcier, chez un alchimiste, il essaye de faire des mélanges sans forcément savoir... les mixtures. Les mixtures, ça peut être détonnant et ça vous fait exploser la maison. Or, la maison avait déjà explosé sur ces questions identitaires. On avait levé les options. Moi qui vous parle, j'ai été coordonnateur du bureau de représentation provinciale de la CI au Congo central, lors des premières élections. Donc les référendums, j'étais parmi les responsables qui l'ont organisé dans le Congo central. J'étais de ceux qui ont
fait la sensibilisation sur les contenus de la Constitution. Donc la question de la nationalité a été clairement levée sur le ius sanguinis, donc la transmission par les sangs, soit le père, soit la mère. Ça a été très clair. Pourquoi ça revient au galop? Mais ça revient au galop parce qu'on a tendance à vouloir écarter des gens et à créer des Congolais de seconde zone. Notamment pour le cas des Katumbi, mais pour les cas d'autres personnes qui, objectivement, vont se retrouver dans cette lecture de la loi. À l'époque, vers 2006, lors des élections de 2006, l'ancienne, c'était que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, etc. Mais laissez le peuple choisir. Roubaix-Roy a été candidat. Et élu. Non, candidat président de la République. Oui, oui. Et figurez-vous, j'étais assez curieux de regarder les résultats des Roubaix-Roy dans le Congo central par rapport aux résultats d'autres Né-Congo qui étaient candidats à président de la République. On avait le docteur Matussila, il y avait les deux sœurs Nzeza Landou, il y avait madame, la fille Kassavoubou, etc. Mais Roubaix-Roy a été élu. Le docteur Matussila avait eu plus de voix, mais Roubaix-Roy au Congo central a fait plus de voix. On disait Munyamulenge, rwandophone, etc. Vous voyez un peu. Oui. Vous prenez, lorsqu'on nous sert cette histoire des pères et des mères, on dit qu'il y aurait des Congolais qui auraient une loyauté mitigée vis-à-vis de leur pays. Barack Obama, qui peut être aussi mieux informé sur les affaires et des États-Unis et du monde que Barack Obama? Kenyan du sang. Kenyan, rien à faire là-dessus. Et ça se voit, même dans sa couleur de peau. Donc vous allez dire que Barack Obama avait une loyauté mitigée. C'est du grand n'importe quoi. Je repose ma question autrement. Est-ce qu'on peut aller en 2023 aux élections sans Katumbi, sans Bemba, parce que semble-t-il, ce qui touche à la condamnation ne sera pas enlevé, sans Matata Mponyo, avec l'acharnement qu'il y a aujourd'hui sur son procès, ou plutôt ses dossiers, sans Joseph Kabila, parce qu'on dit que sénateur à vie, ce n'est pas compatible. Qui sera finalement candidat? Ça c'est la grande question. Et justement, quand on parle de l'organisation des élections, la petite expérience que j'ai lors des premières élections, c'est qu'il faut toujours créer un minimum de ce qu'on appelle un consensus électoral. Les élections, ce n'est pas un cadeau. C'est l'exercice de la souveraineté du peuple. Il arbitre. Il décide de reconduire ou de ne pas reconduire la confiance vis-à-vis des dirigeants qui ont un mandat limité dans le temps. Et il est une erreur grave de croire qu'en tripatouillant les textes pour chercher en amont à écarter les gens, on crée une politique de fait accompli et du coup, on peut toujours dire qu'on a respecté. On a peut-être respecté la loi dans sa forme, mais fondamentalement, on vient de créer la brèche qui... Des contestations. Non seulement des contestations, mais aujourd'hui de l'unité nationale. Jean-Marie Kassamba, vous nous avez dit, nous on a manifesté avec la société civile et mouvements citoyens 2016-2018. Vous en avez encore le courage et la force. Alors, vous comprenez que les gens ne comprennent pas la grande lassitude, la grande colère et la grande fatigue de cette population. Je reviens au Katanga. J'ai fait une analyse politique simple. Le Katanga, je donne déjà mon point de vue. Pour moi, juridiquement parlant, Joseph Kabila n'est plus éligible. Hein, mais je dis, le Katanga, vous avez Joseph Kabila qui est de personnalité du Katanga, a déjà été écarté du pouvoir. Très bien. Maintenant, vous avez Katumbi, que vous voulez juste écarter du pouvoir parce qu'il est métis. Oui. Quelqu'un qui était gouverneur dans cette province et qui est d'une ethnie Bemba qui sont matrilinéaires, un peu comme les Né-Congo. Les Né-Congo, oui. Donc, en qui les Katangais se reconnaissent et qui, dans le monde des affaires et du sport, est connu. Donc, vous allez juste faire une loi pour l'écarter et écarter d'autres adversaires. Vous allez dire, ok, Bemba... condamné à la CPI. Ok. Or, sur le plan du droit, une question se pose. La clause de la peine accessoire n'est pas une clause d'une peine accessoire à vie. Donc, si vous avez créé une inéligibilité liée on dit d'une que condamnation... son casier judiciaire est taché. Oui, quand le casier judiciaire est entaché, il y a une durée où vous purgez une peine, non, Jean-Marie Kassab? C'est pas une peine, c'est pas... Il y a de vitam aeternam. Non, c'est dit nulle part. Sauf pour les condamnations liées
aux crimes de guerre, crimes de génocide ou des crimes de mœurs ou des choses comme ça. Il faut que la loi les dise. Hein, c'est que, donc Bemba a la capacité de devenir candidat en 2023. À mon sens, mais si on n'enlève pas ces dispositions dans la loi électorale. Ce sont toutes ces interprétations-là qu'il faut en réalité gérer. Aujourd'hui, dans ce pays, nous avons 4 à 5 pôles d'exercice de pouvoir. Vous avez le camp du chef de l'État, président Tshisekedi, qui est candidat président et président candidat. Vous avez le camp de Kabila qui, à mon sens, j'ai dit à mon sens, n'est pas éligible, mais qui a quand même des gens, qui est une force politique. Vous avez le camp de Katumbi, vous avez le camp de Fayoulou, vous avez peut-être les camps d'autres que je n'ai pas cités. Matata, exactement, Bahati, etc. Donc, autrement dit, ces gens-là, il faut d'abord lever les options claires avant de les traduire dans la loi sur leur capacité à être éligible, sur leur compétitivité et laisser les peuples trancher. Donc clairement aujourd'hui, les clivages qu'il y a dans la vie politique de ces pays tournent autour des personnages que je viens de citer. Alors organiser en amont leur mise à l'écart par des tripatouillages, des braconnages de droits, c'est faire du pyromane politique. Mais quand d'aucuns disent l'arrivée d'Mbata, qui est un technicien constitutionnaliste éprouvé, voilà, c'est lui Mbata, oui, qui a pris la place sulfureuse de Kabound au niveau de l'Assemblée nationale, oui, au bureau, eh bien ça sera le fait accompli comme avec l'Union sacrée. Le professeur Mbata, j'ai eu l'honneur de vous allez boire le vin, il sera tiré avec la technicité de Mbata. Le professeur Mbata, j'ai eu l'honneur de le rencontrer à l'époque du combat citoyen, parce que on a ensemble élaboré les manifestes Essili, lorsque nous voulions dire que les mandats de Joseph Kabila étaient à terme. Il a été très courageux lorsqu'il s'est attaqué à l'inanition de la nation, et a attaqué les tambourinaires, etc. Oui. Et j'ai eu quelquefois à le rencontrer. Mais effectivement, aujourd'hui, il est devenu comme une sorte de symbole d'épouvantail. C'est le nouveau Bochab. C'était un Bochab béton. Mais c'est... Est-ce que vous avez peur de Mbata? Non, pourquoi nous, parce qu'il a réussi à imposer la mise en place de Kadima, de la CENI. Oui. Il a réussi à transformer avec Kabound ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union sacrée. Oui. Et il est en train de vouloir imposer via la PAJ peut-être la loi électorale qui sera adoubée bientôt. Alors, donc, vous serez mis devant les faits accomplis. Jean-Marie Kassamba, vous vous rappelez, d'ailleurs vous êtes un grand observateur de la scène politique, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous avons comme une sorte de mercato politique qui s'est effacé dans le pays. On a juste changé des vareuses. Ceux qui étaient opposants d'hier, qui sont arrivés au pouvoir, et tiennent exactement le même discours que ceux qui étaient au pouvoir. Mais répondez à la question. Mais non, moi c'est donc... Il y a comme une espèce de chiffon noir avec... mais non, mais moi je dis c'est les chiffons rouges à ne pas agiter. Si vous faites aujourd'hui constater au peuple qu'il n'a plus rien à attendre des institutions, franchement, vous dites au Katangé, écoutez, Kabila c'était déjà fini, Baba est parti, donc Katumbi on l'écarte. Et alors? Vous croyez ils vont s'asseoir? Vous gardera le Premier ministre. Ils vont s'asseoir et ils vont applaudir, dire très bien. Vous avez le Premier ministre. Non, vous faites les lits du repli identitaire, c'est dangereux. La politique, les textes en eux-mêmes ne sont que le reflet. Une loi, c'est l'expression de la volonté générale. Si vous dites, voilà, la volonté générale s'exprime dans les institutions, mais si ces institutions ont décidé de s'aligner clairement derrière un candidat, ces institutions ont perdu de leur neutralité, de leur impartialité. Vous ne pouvez pas être dans un législatif dont le président fait des placards, des affiches où il dit qu'il accompagne la vision du chef de l'État. Oui. Les chefs du législatif peuvent accompagner la vision du chef de l'exécutif. Il s'appelle Mosso. Vous êtes là pour faire les lois et contrôler les gouvernements. Donc vous avez perdu votre neutralité. Vous avez une assemblée où les gens ont déjà choisi de rouler pour les camps du chef de l'État et ils élaborent la loi qui prépare la même compétition. Quelle est la marge de la société civile dans tout ça? Qu'est-ce que vous allez faire finalement? Je pense que déjà la réponse de nos collègues du CARCC Milapro, qui en appellent encore à une mobilisation pour un consensus, est une approche importante. Pendant que les gens qui parlent paix sont en train de hausser les tons, écoutez-le. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'ils vont se taire, c'est l'épée qui va parler. Et là, ça va être très compliqué. C'est du chantage. Hein? Non, ce n'est pas du chantage, c'est une réalité. On a toujours dit dans ce pays, j'ai écouté le Premier ministre dire, nous sommes un pays de contestation permanente. Kabila a été contesté pour son référendum, il l'a fait, il a eu la Constitution. Même Tshisekedi n'a pas été aux élections de 2006.
la République a avancé sans lui. Si Katoum n'est pas président, ben, le ciel ne va pas tomber. Bon, très bien. C'est la même ancienne, non? Le langage du fait accompli, un peu de la suffisance. Même des disait comme ça, oui. Oui, mais... Il y aura le matin et le soir. Mais pour quel résultat? C'est pour quel résultat? Nous reculons. Le monde est en train d'avancer, nous reculons. La vie économique et sociale ne fait qu'empirer. La précarité est devenue la règle et la situation économique périclite. Et vous allez continuer comme ça. Mais à un moment donné, les gens qui sont à Ituri, les gens qui sont à Béni, les gens qui sont à Goma et ailleurs vont se dire, mais qu'est-ce que nous avons à faire avec ces Quinois qui ne comprennent pas notre situation? C'est un peu du chantage, non? Ce n'est pas du chantage, c'est une analyse simple. Les gens aspirent au bien-être. Depuis que nous commençons les processus électoraux, nous ne voulons pas respecter les règles du jeu. Alors, à un moment donné, les gens vont se dire, bon, le temps que vous mettiez d'accord, mettons un peu de l'ordre chez nous. Et c'est ce qu'il faut éviter. Maître Hervé Dakis. Oui, Jean-Marie Kataba. Dites-moi, on a vu les gens de la SADC venir, les gens de la communauté internationale, enfin l'ONU, qui étaient venus un peu rencontrer tout le monde ici. Le G13 et les autres parlent du consensus. Est-ce que on s'achemine vers une CENI de consensus, une loi électorale de consensus et un dispositif de consensus pour 2023, où c'est passage en force et puis tout le monde constate? Alors, c'est ça, normalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'organisation des élections que nous voulons, apaiser. C'est ça le but. Les qualificatifs, c'est que apaiser, inclusif, démocratique, transparent. L'apaisement implique de rassurer toutes les parties prenantes en amont que la règle du jeu sera la même pour eux. Parce qu'on est tous à égalité. Le président de la République, jusqu'à la fin de son mandat, gère l'État, mais en ce qui concerne la question de compétitivité électorale, à égalité. Il n'est pas en longueur d'avance, il gère l'État. Sur le plan des droits, sur le plan des droits, il est candidat comme tous les autres. Donc, la même règle doit s'appliquer à lui comme elle s'applique aux autres. Or, comme les institutions décident de rouler pour lui, c'est important maintenant qu'il rassure les autres que pour ce qui est de la compétition, on est à égalité. Les élections doivent être inclusives. Ça veut dire, comme on l'a dit, ne commencez pas à élaborer des règles du droit totalement biscornues pour écarter Katumbi, pour écarter Bemba, pour écarter Matata. La même règle doit être la même pour tous. C'est ça qui va rassurer les gens. Ils vont partir, les kabylistes vont choisir leur candidat, la Mouka va choisir son candidat, Katumbi, s'il est candidat, s'il va y aller, ou toute autre personne. Mais si vous commencez à écarter les gens en amont, ils vont vous laisser vos élections. Et c'est le peuple qui va en partir. Dernière question qui vient d'arriver, c'est vos compatriotes du Canada qui vous posent cette question. Vous cautionnez ou pas ce qui s'est passé à Nairobi avec les groupes armés, une partie? J'ai eu à prendre position d'abord sur cette question-là. Je n'ai pas compris pourquoi Kagame n'a jamais reçu d'injonction de discuter avec les Interamwe ou les FDLR. Parce qu'il est fort. Je n'ai jamais compris pourquoi Museveni, lui, ne peut pas discuter avec les ADF. Il est fort aussi, mais il est poursuivi jusque chez nous. On nous fait injonction de discuter avec des groupes criminels et dangereux. Alors, c'est très dangereux, donc ça veut dire que pour nous renforcer, premièrement, nous devons garantir, c'est biblique, hein, une nation qui est divisée contre elle, l'ennemi parvient à la percer. Donc, nous devrions être d'accord sur certaines choses qui nous unissent. Mais quand je vois notre gouvernement désavouer nos propres troupes, qui ont pourtant identifié clairement et nettement des troupes rwandaises parmi les gens qui font incursion dans notre pays, ça m'inquiète. Je me demande... Mais le matin, on a dit qu'il y avait les Rwandais, l'après-midi, on a dit, bon, peut-être pas. Donc, oui, discutons parce que c'est le cas, mais renforçons-nous militairement, renforçons-nous politiquement. Ce qui bloque ces pays, c'est d'abord les dissensions politiciennes et les apprentis sorciers qui veulent juste garder les pouvoirs. Les braconniers des droits. Les braconniers des droits et autres. Et ça doit cesser. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait des Zambiens chez nous qui occupent quelques territoires chez vous, là-bas au Katanga. Vous avez l'info? Il y a eu à plusieurs reprises ces histoires d'incursion zambienne, mais je crois qu'il y a eu un mécanisme de détermination d'espace et tout. Les Zambiens n'ont pas le droit d'occuper chez nous, ils ont chez eux.
S'il doit venir, c'est avec notre accord. C'est normal. Il n'y a pas que les Zambiens. Vers le Congo central, s'il y a une occupation angolaise, nous en ferons de même. On en a eu, non, avec Lunda Nord et en Angola. Même plateau continental, il y en a quelques-uns qui se baladent là, sur l'eau. Oui, il y a, dans nos eaux, d'ailleurs. Et ça, c'est nécessaire parce qu'il faut et déterminer... ici avec... il y a la convention de Montego Bay qui détermine la zone économique exclusive, le plateau continental et les ressources qui appartiennent aux États. Mais comme vous l'avez dit, et Mouzet le disait, négocier, mais soyez quand même forts vous-même. Nous devons être forts nous-mêmes. Maître Hervé Diakese Kyungu, on vous évitera encore parce que vous êtes tellement précis et, comme qui dirait, hein, égal à son père. C'est une très bonne chose. On suivra la situation de très près parce que Pouloulou n'a pas, lui, des... Vous connaissez Pouloulou? Singhi Pouloulou, c'est votre frère, Congo central. Hein. Oui, mais et qui ne reflète pas la culture Né-Congo parce que les Né-Congo sont globalement matrilinéaires. C'est-à-dire qu'un Singhi Pouloulou peut aller dire que si moi je dois être candidat gouverneur au Congo central parce que j'ai un papa katangais, je n'aspire pas au droit d'être gouverneur parce que c'est la même chose qu'il dit de Katumbi, ça ne va pas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Émission rediffusée, vous l'avez maintenant en intégrale. Coupez les morceaux qui vous intéressent et puis diffusez comme d'habitude. À très bientôt.